On nous rebat les oreilles avec votre nom et vos fables, depuis l'enfance. Et pourtant, l'autre grosse partie de votre œuvre est quasiment censurée depuis presque 4 siècles. Alors, grand moraliste ou fiefé fripon, qui êtes-vous vraiment, Monsieur de La Fontaine? Et si je vous racontais? Bonjour chers amis. Après 4 ans de mariage, Françoise de La Fontaine, née Pidou, donne naissance à un adorable bambin prénommé Jean, comme son papy. L'heureux papa est Charles de La Fontaine. La venue au monde du petit date du 8 juillet 1621, un jeudi. L'enfance de Jean a ceci de remarquable qu'il ne s'y est rien passé de notable. L'enfant est rêveur, indolent, tête en l'air, n'a aucun goût pour la bagarre et souvent à côté de ses pompes. Ce caractère, il le gardera jusqu'à son dernier souffle. On a longtemps cru que parce qu'il faisait parler les animaux dans ses fables, il avait eu une enfance rurale. Rien n'est plus faux. C'est un fils de bourgeois, un citadin ancré dans sa ville de Château-Thierry. Ville pas grande, mais ville tout de même. C'est un fier Castel-Théodoricien ou Castro-Théodoricien. Ça, en mots compte triple au Scrabble, c'est jackpot. Bref, Jean de La Fontaine a 2 obsessions dans la vie. Ne rien faire et les filles. De préférence des bergères peu farouches, la poésie n'arrivera que bien plus tard. Et à un moment, papa Charles, qui est maître des eaux et forêts de son état, en a ras la casquette de voir son grand dadais de fils désœuvré et en permanence en train de draguer. Alors, hop, il le colle au couvent, à l'Oratoire de Paris. Comment ce jeune homme s'est-il retrouvé à orienter sa vie vers la prêtrise? Mais comme pour le reste, il n'a pas choisi, il aurait fallu faire un effort. Et ça, le jeune La Fontaine en est rigoureusement incapable. En plus, Claude, son petit frère, le rejoindra assez vite. Il lit plus de romans que de traités de théologie, il fait des vers sur la manière de prier à l'oratoire, on le fiche à la porte. Jean de La Fontaine n'était pas fait pour la soutane. Et c'est en rentrant chez son père, à Château-Thierry, que la révélation se fit en lui. Il n'y a pas que les filles dans la vie, il y a aussi la poésie. Là, c'est le coup de foudre. Mais avant de commencer à produire, Jeannot va beaucoup lire et écouter. Il exercera plus tard, et puis, il y a plein de demoiselles à contenter avant. Curieusement, le papa ne trouve pas grand-chose à redire à une époque et dans une société où la poésie n'apparaissait pas comme une situation professionnelle sérieuse. Un père idéal, en somme. Il lut l'histoire de Perceval le Gallois, Don Quichotte, il se passionnera pour François Rabelais, pour le génie espiègle de Clément Marot, pour Voiture, l'idole des précieuses, et surtout pour Boccace, le sulfureux auteur italien dont il se fera le disciple. Toujours entre 2 allers-retours entre Château-Thierry et Paris, la capitale l'initie au théâtre. Il se livre au plaisir sous toutes ses formes, notamment la bonne chère, le vin et les filles. Cela ne lui met pas plus de plomb dans le crâne pour autant. Un jour, son père le charge d'une mission. Jean doit remettre à un juge un certain document crucial pour un procès dans lequel était mêlé Charles de La Fontaine. Il était parti pour y aller lorsqu'il tombe sur des copains qui l'entraînent au théâtre. Il mangea et but à sa mesure, il passa une soirée formidable et le document fut remarquablement oublié, ce qui lui valut une engueulade en bonne et due forme de la part de papa. Chose rare, notons-le. Ce grand timide fait toutefois de nombreuses conquêtes, tant à Paris que chez lui. Mais il arrive aussi de tomber sur un os. Il s'amourache de Madame Rousselet, femme du lieutenant du roi à Château-Thierry. En gros, la première dame de la région, ni plus ni moins. Ils se rencontrent, tout se passe bien. La dame n'imagine pas une seule seconde ce qui agite le grand garçon. Elle lui fait visiter sa maison, sa chambre, et là, il voit le lit. Jean en fait un objectif absolu. Il faut qu'il fasse l'amour avec elle dans ce lit-là. Un soir que le lieutenant du roi était à Paris, La Fontaine entre nuitamment dans la maison et se cache sous la table de la chambre pendant que la chaste épouse dormait, laissant un pied hors des couvertures. Soudain, un contact, sursaut, épouvante, énorme trouille. Quelque chose semble faire des bisous à ses orteils. Ne craignez rien,
c'est La Fontaine !» Il fut foutu à la porte illico. Ah, l'érotisme irrépressible du gros doigt de pied. Le hic dans cette histoire, c'est que Madame Rousselet avait tellement peur des voleurs qu'elle avait demandé à une amie de dormir avec elle. L'amie en question entendit tout. Conséquence, toute la région fut au courant de l'histoire qui gagna même la capitale, où Talleyrand des Réaux en fit le sujet d'une de ses œuvres. Charles de La Fontaine, d'ordinaire plutôt facile à vivre, donc idéal pour un tel fils, ne le supporta pas. Il fit les gros yeux et prit la grosse voix pour dire à son fiston « Mon fils, il est temps de vous marier, c'est un ordre !» Jean, comme à son habitude, ne discuta pas et se laissa prendre dans une prison qu'il fuira toute sa vie. Il avait 26 ans. Et le 11 novembre 1647, le contrat fut signé entre Jean de La Fontaine et Marie Héricard, ce qui permit au jeune homme de prendre une assez jolie somme au passage. Ce mariage forcé aurait pu fonctionner si les caractères étaient plus proches. Mais comprenons un peu l'épouse. Le jour de la cérémonie, Marie est alors âgée de 14 ans, ce qui n'était pas un scandale à l'époque. Mais il semblerait que le mariage ait été précipité pour empêcher les prétentions d'un cousin sans fortune, André Poignant, dont nous parlerons un peu plus tard. Marie n'est ni sotte ni ignare, c'était une intellectuelle bavarde, qui ressemblait bien peu aux bergères qui, jusque-là, avaient la préférence de son mari. Mademoiselle de La Fontaine, désignation usuelle pour les femmes mariées à des noms nobles, se mit à goûter aux mondanités. Elle ouvrit un salon qui devint l'Académie de Château-Thierry. Académie était un mot à la mode depuis Richelieu. Et tout le monde trouvait ça chouette. Jean, de son côté, lisait et relisait, outre Boccace, Horace, Terence et Virgile. Toutes ces inspirations sont là, mais il n'écrivait rien. Le poète dans La Fontaine a mûri dans un secret presque total, pour reprendre la phrase de Jean Orieux, romancier et biographe de La Fontaine. Orieux explique aussi que le mariage fut heureux pendant 2 ans, puis sa femme, le plus innocemment du monde, commit la seule faute impardonnable. Elle l'ennuya. Elle était perdue. Marie comprit assez vite que Jean était bien trop passionné par toutes les femmes pour se consacrer exclusivement à la sienne. Dès 1650, la dégringolade commence. Le 30 octobre 1653, La Fontaine fit baptiser son fils, Charles, du prénom de son père, à l'église de Saint-Crépin. Cette paternité ne change rien au caractère de Jean, qui n'est toujours pas du genre à accepter une quelconque responsabilité. Il sera un père totalement absent. N'ayez pas d'inquiétude pour le petit Charles. Il sera élevé par son parrain François de Maucroix, meilleur ami de La Fontaine depuis l'enfance, et par ailleurs chanoine de la cathédrale de Reims. En parallèle, Jean de La Fontaine travaille à la traduction d'une comédie de Terence, auteur latin du IIe siècle avant notre ère. Elle fut publiée le 17 août 1654 sous le titre « L'Eunuque, comédie ». Mais, parce qu'il se méfiait d'un mauvais accueil, son nom n'apparaît nulle part. Montée à Paris, la pièce ne fit aucun bruit. Même, disons-le, elle passa totalement inaperçue. Une presque aventure que je ne peux passer sous silence parce qu'elle aura des conséquences inattendues est la passion que La Fontaine ressentit pour Claude Gabrielle Angélique de Coucy de Mailly, qu'il a croisée à Reims. Celle-ci est abbesse de Mouzon, dans la région de Rethel, proche de Sedan. À cette époque, c'est la fin de la Fronde. Mais les combats font encore rage contre les Espagnols, alliés avec le duc de Lorraine. Et par crainte, elle se réfugie à Château-Thierry, chez son ami Jean. Lui-même raconte une tendre causerie qui dégénère comme il le souhaite. Il est à 2 secondes que la porte s'ouvre sur « Ciel, ma femme !» La Fontaine, rengaine, fait la révérence et sort, pour paraphraser Talleyrand des Réaux. Mais l'abbesse s'obstine. Elle retourne dans son couvent, malgré les dangers, et illico invite Jean à la rejoindre. Mais il n'y a que dans une chambre qu'il a un peu de courage. Traverser une région infestée de soldats étrangers, c'est une autre histoire. La Fontaine est un trouillard chronique. Il prit sa plume
et écrivit une réponse sublime de poésie et de délicatesse pour signifier son refus. Votre séjour sent un peu trop la poudre. Non la poudre à tête frisée, mais la poudre à tête brisée, ce que je crains comme la foudre. Une occasion ratée? Mais pas un coup d'épée dans l'eau. On ne sait avec aucune certitude qui fut l'intermédiaire, mais ce billet tomba dans les mains de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, qui le fait lire à son amoureuse de l'époque, Madame de Sévigné. Enchantée par cette lecture, Madame de Sévigné servira les intérêts du poète tout au long de sa carrière littéraire. Pendant ce temps-là, Jean de La Fontaine a affaire à un autre souci. Il est cocu. Non, c'est... Oh! Lui s'en fiche royalement, ne pouvant reprocher à son épouse ses propres égarements. De plus, il aime bien l'amant de sa femme, André Poignant, le fameux cousin de tout à l'heure. Le capitaine Poignant est un aimable causeur et il mange bien. Tout pour plaire à La Fontaine. Que le capitaine amuse sa femme, Jean s'en moque très ouvertement. Il cajole votre femme, ma foi, qu'il fasse ce qu'il pourra. Je ne m'en soucie pas, il s'en lassera comme j'ai fait. Mais à Château-Thierry, les langues vont bon train. Et on recommande au poète de se venger. Pourquoi se vengerait-il? Et de quoi un autre a pris une place laissée vide? Où est le problème? En plus, il aime bien son rival. Mais la pression de la rue s'acharne. Alors, La Fontaine, le cœur lourd, va trouver son copain Poignant. Il paraît que nous devons nous battre. Ah bon? Bah alors on fait quoi, Dédé? J'ai jamais tenu une épée. Bah et moi j'ai aucune envie qu'on se dispute, Jeannot. Moi non plus, mais il l'exige. Le lendemain, alors que les fenêtres scrutent, les deux copains vont dans un champ en ayant réquisitionné au passage 2 témoins et croisent le fer. C'est-à-dire que les lames se croisent. Le capitaine désarme son adversaire du jour et La Fontaine joue les footballeurs italiens. Ouh là là, gros bobo, tout ça, tout ça. Une égratignure à la main, le premier sang est versé, le combat s'arrête et les deux compères, bras dessus, bras dessous, allèrent fêter ça dans la première taverne venue. Tout le monde était content et la populace un peu déçue. Le 18 avril 1658 meurt Charles de La Fontaine, le papa âgé de 63 ans. À cause de questions d'héritage, de petites magouilles du petit frère Claude et d'erreurs de gestion du paternel, Jean est ruiné. Il pourrait travailler, mais il n'est pas désespéré à ce point-là. Il vendra successivement tous ses biens, y compris sa propre maison, plus tard. Il lui faudra donc des protecteurs. Il aura le plus brillant de son époque, Nicolas Fouquet. Pour comprendre ce qui suit, une petite parenthèse est nécessaire. La gestion des finances du royaume est partagée entre la cigale et la fourmi, entre Nicolas Fouquet et Jean-Baptiste Colbert. Fouquet, c'est l'éclat de la dorure, c'est le prestige, l'outrance et une fortune colossale. Colbert, c'est l'austérité, la minutie, un souci inégalé de l'économie et une haine même pas dissimulée vis-à-vis de Fouquet. Ce qui n'arrangera pas les affaires de notre copain Jean. Fin de la parenthèse. Jean de La Fontaine naît à la poésie avec un long poème, Adonis. Et c'est un chef-d'œuvre. Il a la clairvoyance de le dédier à Nicolas Fouquet, mi-génie de la finance, mi-escroc et protecteur des arts, alors au sommet de sa gloire. La Fontaine reçut une pension. Pendant ce temps, dans l'ombre, Mazarin, Premier ministre, place Colbert dans les pattes de Fouquet et complote. La déchéance du surintendant des finances sera décidée par Louis XIV le 4 mai 1661, après la mort de Mazarin sur dénonciation de Colbert. Pour l'instant, c'est un projet secret. Il manque de preuves. La goutte d'eau, c'est une fête que donne Fouquet en l'honneur du roi le 17 août. Comme l'écrit Éric Orsena, La Fontaine voit tout mais ne devine rien. Toute la fête n'est que démesure, tout est sublime et crée donc chez Louis le XIVe une jalousie noire. Fouquet est perdu et sera arrêté pour malversation le 5 septembre par D'Artagnan. Tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Oui, celui-là, ouais. Le procès et la fin de Fouquet sont tellement entourés de mystères qu'il faudrait un spécialiste, ce que je ne suis pas, pour en parler. Quittons ce sujet-là. Il suffit de savoir que les amis de Fouquet furent aussi inquiétés, dont La Fontaine, qui prendra la défense de son bienfaiteur à plusieurs reprises, s'attirant les foudres du roi.
La Fontaine partit en exil dans le Limousin en 1663 avant de rentrer à Château-Thierry moins d'un an plus tard. À ce niveau-là, c'est pas un exil, c'est une excursion, un pique-nique, enfin bon. En avril 1664, Marianne Mancini, duchesse de Bouillon, âgée de 16 ans, vient avec son mari pour habiter Château-Thierry. Il lui faut de la compagnie. Le duc étant souvent en voyage. Monsieur de La Fontaine, 42 ans et quelques, faiseur de vers divertissants, fut recommandé pour agrémenter les après-midi de la duchesse. Que l'on ne se méprenne pourtant pas. Il y aura bien de la polissonnerie, mais exclusivement littéraire. La jeune dame s'amuse beaucoup aux contes licencieux de son visiteur. Il avait déjà écrit un certain nombre d'œuvres dans le plus grand secret et elle lui en inspirera d'autres. De la Picardie à la capitale, la duchesse de Bouillon fit connaître le travail de l'auteur, qu'elle prit à son service, le plaçant en même temps chez la duchesse douairière d'Orléans, Marguerite de Lorraine. Et ce qui devait arriver arriva. Il fut publié. Le premier recueil de ses contes parut le 10 décembre 1664 avec la signature M2LF. Le succès fut immédiat et un deuxième recueil sortit très vite, cette fois signé M de La Fontaine. Cette fois-ci, Jean toucha un large public avec l'image d'un amuseur éblouissant et d'un écrivain remarquable. Ce que ne goûtait ni Colbert ni Louis XIV, Madame de Maintenon étant alors en place. L'époque où les décolletés sont passés de ça à ça. Les dévots commençaient à se placer. Mais des contes, il y en aura beaucoup. Jean de La Fontaine tentera d'amoindrir l'aigreur du souverain par un titanesque travail, celui qui est resté, dédié au grand dauphin, fils de Louis XIV, paru le 31 mars 1668 sous le titre « Fables choisies et mises en vers par Monsieur de La Fontaine ». Jean se place davantage en traducteur d'Ésope campillard. Le succès fut immédiat et prodigieux. Une réédition se mit en place très vite. À 47 ans, Jean de La Fontaine espère rentrer dans les bonnes grâces de Sa Majesté. Mais contrairement aux trois autres de la Société des Quatre Amis, la bande qu'il fréquentait et dont il était le doyen, il n'a jamais été admis à la cour. Sur ce sujet, Molière, Racine et Boileau, donc les trois autres, furent plus habiles. L'ombre de Fouquet planait encore. Louis XIV et Colbert n'étaient pas du genre à fléchir. Malgré un succès grisant, dont les premiers rouages furent Madame de Sévigné et la duchesse de Bouillon, La Fontaine est financièrement au plus bas. Les droits d'auteur n'existaient pas à ce moment-là. De plus, la duchesse douairière d'Orléans, protectrice de La Fontaine, décède le 13 avril 1672. C'est la misère absolue. Jean de La Fontaine n'est même pas certain de pouvoir manger à tous les repas. Il se trouva fort dépourvu. La bise était venue. Le désespoir, l'épreuve, les accidents de la vie, ça vous marque un caractère. Sans pour autant se métamorphoser, il reste naïf, rêveur, sans malice. Il gagne en cynisme, en critique. La pauvreté le libère. Il ne tombe pas dans la misanthropie, mais cette période est, selon Orieux, celle de la mue. La Fontaine passe de l'adolescence à l'apprentissage de la vieillesse, sans être passé par la case adulte. Arrive alors le miracle. Entre en scène Madame de la Sablière, qui lui proposa de venir habiter chez elle. Il y restera 20 ans, jusqu'à son dernier voyage à elle. Il n'eut pas de honte, elle ne fit aucun effort, ces deux-là furent liés à jamais par une amitié sublime, une harmonie de l'intelligence. Il alla donc loger chez elle à Paris, où elle tenait salon. De nouvelles désillusions sont à craindre. En 1674, on lui propose d'écrire un opéra que Lully mettrait en musique. Lully, avec fourberie, avortera le projet après que La Fontaine eut travaillé pendant 4 mois. Pour la première fois de sa vie, à 53 ans, La Fontaine se sent trompé, insulté et méprisé. Il ripostera, mais le manque d'habitude sans doute, trop tard. Il publie de nouveaux contes grivois, provoquant l'indignation du roi. Il sera interdit. Pourquoi ceci et pas ceux d'avant? Mais parce que depuis l'affaire Tartuffe, le parti des veaux est sur les dents, à l'affût. Et dans les histoires, il y a des moines polissons, ce qui faisait hurler de rire Madame de Sévigné. Certaines amies de La Fontaine firent circuler l'ouvrage censuré. Mademoiselle de Champmeslé, la comédienne, et, comme toujours, la duchesse de Bouillon. Il vend en 1676 sa maison natale de Château-Thierry et éponge ainsi les dernières dettes de son père.
Et en 1677, les fables sont rééditées. Le chef-d'œuvre de sa vie s'étoffe. Madame de Sévigné est toujours son admiratrice numéro 1. Jean de La Fontaine n'a jamais cherché les honneurs, mais il postule en 1683 à entrer à l'Académie française, en même temps que son copain Boileau. Bon, à ce moment-là, ils étaient un peu moins copains, d'autant que c'est La Fontaine qui a été élu. Merci! Ce qui n'a pas été sans rebondissement, et je vous raconterai tout ça un peu plus tard, une autre fois. Et malgré tout, les choses suivent leur cours. En 1692, Jean de La Fontaine tombe gravement malade, et là, on ne rigole plus. Craignant pour son âme et pour son salut, c'est un ancien oratorien, souvenez-vous, on lui dépêche un jeune abbé du nom de Pouget qui va littéralement torturer La Fontaine jusqu'à sa fin. Il sent le soufre, le Jeannot. Il a écrit des saletés. Son âme est en perdition. Le curé infernal va lui infliger des pénitences atroces, allant jusqu'à lui faire renier ses œuvres et surtout, le 12 février 1693, dans une démarche humiliante pour tout le monde, donc a fortiori un mourant, lui faire demander publiquement devant une délégation de l'Académie la clémence de cette dernière et le reniement de ses fautes. Abjure ta foi en Belzébuth, et tu mourras pardonné. Mais tu ne comprends pas le français, tête de veau! Chose faite, il va mieux. Yeah. Cet hiver-là, Madame de la Sablière meurt d'un cancer. Il devient l'hôte d'Anne d'Hervart, maître des requêtes au Parlement de Paris. Le 1er septembre sont publiées les dernières fables choisies portant la date de 1694, le livre 12. Il y a en tout 243 fables. Colossal, je vous dis. Wow! Le 10 février 1695, en revenant non pas de l'Académie, comme le veut la légende, mais de la messe, La Fontaine est pris d'une faiblesse. Il ne quittera plus le lit. Il décède le 13 avril chez les d'Hervart. La Fontaine réserve encore une surprise de taille. En procédant à la toilette mortuaire, on découvre que Jean portait un cilice, c'est-à-dire une chemise de fer qui entaille la chair pour la punir de ses abandons passés, souligne Orsena. Le Mercure galant, dans son numéro d'avril, écrit « L'Académie françoise vient de faire une perte considérable en la personne de Monsieur de La Fontaine. Il était original dans son genre, et ses fables et ses contes sont des pièces achevées. Il a fait un livre en prose. Rien ne partait de lui qui n'eût un caractère singulier qui le distinguait des autres ouvrages de même nature. C'est une vraie perte. Ces sortes de génies ne se rencontrent pas chaque siècle. » Aujourd'hui, les frangins de table et de rigolade, La Fontaine et Molière, qui n'avaient qu'un an d'écart, dorment symboliquement côte à côte au cimetière du Père-Lachaise. On n'est pas certain que les ossements soient les leurs, mais le symbole est là. Et je voudrais terminer par l'épitaphe que Jean de La Fontaine s'était lui-même composé. Jean s'en alla comme il était venu, mangeant son fond après son revenu, croyant le bien chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien su le dispenser. 2 parts en fit, dont il saoulait passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Chers amis, je vous dis à bientôt. Au revoir.